Ils ont accepté ce premier face-à-face. Il est conseiller régional de Normandie, député européen, vice-président exécutif de Reconquête. L'autre est ancien maire de Poissy, conseiller départemental des Yvelines, président de Génération Terrain. Il est député Renaissance des Yvelines. Je vous demande de les accueillir chaleureusement tous les deux pour cette première confrontation. Nicolas Bay, Carl Olive. Le débat sera animé par le directeur de la rédaction, M. Éric Tegner. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. J'espère que ça ne vous posera pas autant de problèmes que pour le JDD. Et Nicolas Bay, merci également d'avoir accepté cette confrontation élégante, parce que nous allons parler de fond sur des sujets qui sont très importants aujourd'hui pour les Français. Ce thème que nous allons aborder, c'est le thème de l'intégration dans les banlieues, de se questionner pour savoir si finalement c'est possible ou non aujourd'hui, notamment depuis les émeutes. Et vous, ancien maire de Poissy, vous pourrez également témoigner de ce que vous voyez sur le terrain, et Nicolas Bay, ce qu'il a vu également en Normandie. Alors d'abord, je vais rappeler quelques règles, les règles de ce débat. Il va durer entre 25 et 30 minutes. L'objectif est que je sois le plus effacé possible et que vous puissiez tous les deux véritablement échanger sur le fond. Mon rôle consistera uniquement à veiller à une forme d'équilibre. Alors, Carl Olive, ma première question, elle est simple. Intégration et banlieue, est-ce que c'est une chimère ou un défi? Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai accepté l'invitation. D'abord que la politique de la chaise vide, très peu pour moi. Je crois l'avoir démontré avec la tribune dans le JDD, vous venez de le dire. Je crois pouvoir dire aussi que j'ai toujours été acteur de ma vie et jamais spectateur de celle des autres. Je suis ce soir ici face à M. Bay pour être le porte-parole de terrain. M. Oubeda le disait, j'ai été maire de Poissy. Poissy, c'est le calque de la France. C'est une mosaïque de notre beau pays, 40 000 habitants, 8 000 habitants issus de l'immigration, de la diversité. Et ça fonctionne. J'ai été élu au premier tour en 2014 avec 65%. J'ai été réélu au premier tour en 2020 avec 75%. Et notamment 65% dans les quartiers populaires, dit les quartiers fragiles, avec une exigence chirurgicale, la réciprocité entre les droits et les devoirs. Et ça fonctionne, j'aurai des exemples à partager avec vous. La diversité, pour moi, n'est pas un problème, elle est une solution. Je crois pouvoir dire qu'avec M. Bay, on a au moins 2 points communs. D'abord, le respect lié à la personne. Et puis aussi, on est né dans la même ville, à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Bon, Saint-Germain, c'est le bastion d'un grand club de football, le PSG. J'espère qu'il sera champion d'Europe. Venu s'installer au centre d'entraînement de Poissy. Mais Saint-Germain, c'est aussi une ville royale, et si avec M. Bay, nous ne partageons pas le pain au quotidien, je crois pouvoir dire que dans nos sphères privées, on partage la même foi. En revanche, c'est quelque chose que je ne partage pas avec M. Bay, avec lequel je suis heureux de pouvoir échanger, partager et débattre. C'est le sens de notre engagement respectif. Le mien est basé, depuis que je suis gamin, dans les quartiers populaires, sur le rassemblement de tous les horizons, quels qu'ils soient, horizons sociaux, horizons professionnels. Le vôtre est celui de l'exclusion. Le mien est basé sur l'humain au cœur des organisations, et ça fonctionne. Le vôtre sur la stigmatisation, et peut-être pour lancer le débat, je reprends une de vos phrases, qui à l'époque était fétiche. Lorsque nous arriverons, ils partiront. Ce n'est pas le sens de l'engagement qui est le mien. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'engagement que nous devons partager pour le beau pays qui est le nôtre. Bien, merci beaucoup d'abord à Livre Noir et à Éric Tegner d'organiser cette confrontation. Moi, c'est un grand plaisir aussi pour moi de débattre avec Carl Olive parce qu'il incarne finalement ceux qui sont au pouvoir dans notre pays depuis maintenant 6 ans avec Emmanuel Macron. Et je suis en désaccord profond, avec beaucoup de respect bien sûr, mais en désaccord profond avec toutes les orientations politiques de ce gouvernement. Vous avez évoqué, cher Carl Olive, votre engagement de terrain à Poissy. Et je vais vous dire, je vous fais le crédit de la sincérité. C'est-à-dire que je suis convaincu que vous vous trompez, mais je suis en même temps convaincu
que vous essayez réellement sur le terrain des formules dont vous pensez qu'elles sont efficaces. Votre bilan, en réalité, et le bilan d'ailleurs de la classe politique que vous représentez, on l'a vu ces dernières semaines. On l'a vu avec les émeutes. On a vu, y compris dans votre ville de Poissy, vous nous expliquez que tout est formidable, que vous avez été réélu avec 70% des voix. On a vu les quartiers flamber. On a vu partout en France, dans des centaines de quartiers, 12 000 voitures brûlées, y compris souvent les voitures de gens modestes. On a vu des 5 000 bâtiments incendiés. Tout ça pourquoi ? Parce qu'un gamin de 17 ans est mort, et c'est évidemment tragique, tout le monde en convient, mais il est mort parce qu'il cherchait à échapper à la police lors d'un contrôle et qu'il était un délinquant d'assez haut vol, malgré son jeune âge, multirécidiviste. Et on a vu en France des centaines de milliers de personnes se précipiter avec ce seul prétexte de la mort dramatique de ce jeune pour exprimer leur haine de notre pays. Et on ne peut pas passer inaperçu cette réalité. Votre logiciel et votre discours, en réalité, c'est celui qu'on entendait dans les années 80, moi j'étais encore assez jeune, vous aussi d'ailleurs, où on entendait, la politique de la ville c'est formidable, les jeunes issus de l'immigration sont discriminés, donc il va falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est les jeunes Français qui sont discriminés. À Poissy, à Sartrouville, où j'ai été élu, on est tous des élus de terrain, on connaît ces villes difficiles. Eh bien, aujourd'hui, les choses se sont totalement inversées par rapport à la réalité qui est fausse, qu'on nous présente comme la souffrance d'une jeune génération immigrée, issue de l'immigration, alors que ces gens-là, ils ont bénéficié d'une générosité extraordinaire dans notre pays. Ils ont tout eu. Ils ont eu, comme dans aucun pays dans le monde, les soins gratuits, l'école gratuite, les aides sociales, les avantages familiaux. Ils ont tout eu. Et malgré cela, ils expriment leur haine de notre pays. Et on ne peut pas passer inaperçu ce constat, et donc il faut aujourd'hui apporter des solutions d'urgence. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, qui a été le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui en quittant la place Beauvau a dit « mais on est aujourd'hui peut-être encore côte à côte, on sera demain face à face ». Et donc le discours un peu candide, un peu naïf, que vous exprimez et que vous représentez, il me paraît faux. Aujourd'hui, on a une urgence à traiter à la fois en amont le problème de l'immigration et en aval avec une très grande fermeté l'insécurité qui est totalement liée aujourd'hui en France au problème de l'immigration. Moi, j'ai eu la chance de naître dans un quartier populaire qui s'appelle La Coudray à Poissy, qui avait été fondé par Enrico Pigozzi, le fondateur de Simca Chrysler, à l'époque des 30 Glorieuses, où Simca Chrysler était riche de 27 000 salariés, dont plus de la moitié étaient issus de l'immigration. Ce qu'on appelait l'immigration au travail, l'immigration choisie, c'est le vrai beau mot de l'intégration à l'époque, cette première génération. Parce que permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'intégration pour des jeunes qui sont nés sur notre territoire, il n'y a pas d'intégration quand vous êtes français. Vous êtes français et tous les jeunes de nos banlieues sont français. Je rejoins sur ce que vous dites en partie, et on va revenir sur les émeutes. Je veux juste dire que moi, la mixité sociale, je l'ai connue sur la dalle de ma tour d'immeuble, où dans les 11 étages, il y avait des familles algériennes, portugaises, marocaines, bretonnes comme ma petite maman, et chacun s'entraide, et c'était une belle solidarité. Puis il y a eu le choc pétrolier, où là, finalement, on a vu se dénoyauter en quelque sorte nos quartiers populaires et se créer. J'ai d'ailleurs fait un mémoire de sciences politiques sur le sujet, sur la lutte des exclusions à travers le travail social, à l'exemple de Chanteloup-les-Vignes, 10 000 habitants, 100 ethnies différentes. Et là, on a raté le virage de la mixité sociale, je vous rejoins. Et je balaye devant ma porte, on est tous responsables. Les élus de l'époque, les préfets de l'époque, les bailleurs sociaux, les politiques qui nous gouvernaient, qui effectivement se sont pincés le nez, ont regardé ailleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. La simple chose où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, vous avez parlé des émeutes. Les émeutes, on ne peut pas non plus mésestimer la caisse de résonance qui a eu lieu aussi sur les réseaux sociaux. Vous parliez de la ville de Poissy. Je vais vous dire, vous parliez de la ville de Poissy. On a été, et ce n'est pas une science, on a été préservé, on a eu un bâtiment qui malheureusement a été incendié. Pourquoi on a été entre guillemets préservé par rapport peut-être à d'autres endroits? Parce qu'on place notre politique de l'humain au cœur de nos organisations. Et je crois à cela. Si on attend simplement de faire appel au maire quand, entre guillemets, on a le cul dans les ronces, pardonnez-moi, mesdames, messieurs, l'expression, alors évidemment, il est trop tard.
À Poissy, qu'est-ce qu'on a fait? Prévention spécialisée, police de proximité, association de mamans, référent de quartier, conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce sont des boîtes à outils. Je ne dis pas que c'est idoine, ce n'est pas l'alpha, l'oméga, mais ça fonctionne. Et pardonnez-moi, j'aimerais qu'il y ait bon nombre de collègues qui soient effectivement, pour reprendre votre expression, monsieur Bay, candides. Mais ce que je constate, c'est que le climat social est plutôt apaisé. En revanche, pourquoi il est apaisé? Parce que moi, j'ai envie de dire une main de velours dans un gant de fer. C'est la réciprocité entre les droits et les devoirs. Je vais vous donner juste 3 exemples, si je peux encore me permettre 1 minute. Le premier, j'ai été la première ville de France à mettre en place ce que j'appelle un pouvoir d'achat citoyen. À un moment donné, après le Covid, toutes les familles sans condition de ressources avaient besoin de pouvoir d'achat. Alors j'ai proposé aux familles qui inscrivaient leurs enfants entre 12 et 17 ans, parce que vous parlez de cette classe d'âge à juste titre, s'inscrire dans une association sportive, de bénéficier de 30 € de réduction. J'ai fait la même chose pour aller dans un conservatoire, 50 € de réduction. Toutes les familles, à une condition, c'est qu'on ait une réciprocité entre les droits et les devoirs, et qu'à 2 h du matin, je ne retrouve pas un gamin des quartiers, à 12 ans, péter un abribus. Ce qui s'est passé une fois. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit sans état d'âme. Mais moi, vous le savez, monsieur Bay, je viens du sport, je ne dis pas trop des sports de Canal+. Quand on vient du sport, tout le monde connaît les règles du jeu, à la minute où vous prenez les licences. Et dans ce pays, la vérité, c'est qu'on fait semblant de connaître les règles, les gouvernants et les gouvernés. On fait semblant d'appliquer les règles là où la majorité du temps, effectivement, on est laxisme. Ce laxisme, ça fait 40 ans qu'il dure. On baisse la tête et, comme je le dis dans ma circonscription, on a Thoiry, on va aux eaux. Ça ne peut pas fonctionner. Deuxième exemple, j'ai mis en place des cautions de 1 000 €, première ville de France à l'avoir mis pour les mariages. 1 000 € si jamais vous avez des incivilités à l'extérieur de l'hôtel de ville, ces mêmes incivilités qui s'invitent parfois à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ça a fait école. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est juste, ferme, mais juste, je vous le dis, ça fonctionne. Et tout à l'heure, si je peux me permettre, je prendrai un exemple de ce qui s'est passé dans le département des Yvelines avec un de vos collègues maires à l'EMBOC, le seul maire Rassemblement National d'Île-de-France, pour vous montrer que tout n'est pas aussi simple que de donner des leçons quand on est au premier rang de la classe. On devient souvent le diplômé du dernier rang quand on passe aux travaux pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez des années 60, de la mixité sociale, en oubliant la réalité de ce qu'est devenu l'immigration. Moi, je suis assez d'accord avec vous pour dire que le modèle français de l'assimilation, c'est finalement des petites minorités qui viennent de l'étranger et qui acceptent de renoncer à une partie de leur identité pour se fondre dans le creuset national. Ça a existé, c'est l'histoire de France, ça. On pense aux Italiens, aux Polonais, au début et au milieu du XXe siècle. Mais en réalité, depuis les années 70, il y a des choses qui ont changé, ça ne vous a pas échappé. Ceux qui travaillaient dans les usines, c'était une immigration de travail. Ces gens qui venaient en France, souvent restaient 2 ou 3 ans, se comportaient très bien, avec leur famille qui restait dans leur pays d'origine et repartaient ensuite. Mais à partir de 75, le regroupement familial, on a eu une immigration de peuplement, plus une immigration de travail. On sait très bien qu'aujourd'hui, celui qui arrive, il n'a quasiment aucune perspective d'avoir un contrat de travail dans notre pays. Et évidemment, c'est venu plomber nos comptes publics, plomber nos comptes sociaux, et il n'y a pas de mixité sociale. Parce que la mixité sociale, ce sont des Françaises et des Français de catégories sociales différentes qui cohabitent dans de très bonnes conditions. Et moi, je n'accepte pas le discours qui consiste à dire « c'est à cause de la pauvreté que tout va mal ». Parce que c'est une insulte à la ruralité. C'est une insulte aux Français qui habitent dans des campagnes, qui n'ont rien eu pendant 40 ans, des milliards de la politique de la ville. Rendez-vous compte quand même que la politique de la ville, dont Poissy a bénéficié notamment, mais beaucoup d'autres, c'est 800 communes sur 36 000 qui ont touché 200 milliards. Et tout ça pour quel résultat? Eh bien, les émeutes. Parce que je voudrais revenir quand même sur ce point-là. Vous pouvez nous dire qu'il y a eu un peu moins d'émeutes à Poissy qu'au Mureau ou à Mantes-la-Jolie. Personne, d'ailleurs, ce soir, ira vérifier, donc vous pouvez toujours le dire. Mais la réalité, c'est que nos villes aujourd'hui, où il y a une immigration de masse qui s'est installée, eh bien, connaissent une insécurité généralisée. Regardez les derniers chiffres de Gérald Darmanin, c'est votre patron, c'est pas le mien. On a 35% des vols avec violence qui sont commis par des étrangers. Auquel il faut ajouter, évidemment, ceux qui sont commis par des personnes qui ont bénéficié de la générosité de la France, qui ont été naturalisées, souvent sans faire aucun effort d'assimilation, qui même dont les parents sont arrivés en France et ont été automatiquement français parce qu'ils sont nés sur notre territoire. On a 22% de personnes de nationalité étrangère dans les prisons. Vous en savez quelque chose? Il y a une prison à Poissy. Donc, il y a un lien évident entre les deux et ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec la condition sociale. Et les Français les plus fragiles et les plus modestes, qui souvent, encore une fois, habitent dans les campagnes françaises, eh bien, ils ne commettent pas des actes délictuels et criminels toute la journée. Alors que dans les banlieues, c'est le cas.
Et donc, vous pouvez toujours nous dire que vous avez la solution magique, parce que, comme tous les maires, vous avez essayé, et encore une fois, je vous fais le crédit de la sincérité, des mesures sociales, de responsabilisation, etc. Mais on a une immigration qui est trop massive aujourd'hui, et dont la nature de fracture culturelle avec la société française la rend inassimilable. Et donc, il faut à la fois couper les robinets, c'est-à-dire ne plus avoir 500 000 entrées par an, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, à peu près 300 000 titres de séjour, 120 000 demandeurs d'asile qui ne sont pas éligibles au droit d'asile mais qui ne sont jamais expulsés, des dizaines de milliers de mineurs isolés et des clandestins. Et puis il faut traiter aussi le problème sur place, c'est-à-dire organiser le retour vers leur pays de ceux qui n'ont rien à faire en France, parce que ça vous n'en parlez pas. Vous faites comme si ceux qui sont arrivés en France ont bénéficié de notre générosité, ont été accueillis par la France, soignés, logés, nourris, les enfants, éduqués, ils se retournent contre la France, ils commettent des délits et des crimes et il faudrait les garder. Alors moi j'ai une question très précise à vous poser, cher Carl Olive. Est-ce que vous considérez que les étrangers qui arrivent à Lampedusa il y a quelques semaines, qui viennent en France, il y en a déjà qui sont arrivés en France, qui vont faire une demande d'asile, mais ils ne sont pas éligibles au droit d'asile, est-ce qu'on les expulse, oui ou non ? Est-ce que les personnes qui sont entrées légalement en France, ils ont eu un titre de séjour, la France s'est montrée ouverte et généreuse avec eux, et qui commettent des délits et qui participent aux émeutes à Poissy ou ailleurs, est-ce qu'on doit les expulser, oui ou non ? Oui. Eh bien, alors c'est formidable, parce qu'avec Livre Noir, eh bien, on a un député macroniste parmi nous qui finit, au bout d'une demi-heure de débat, par être favorable à la remigration. Vous avez la parole, Carl. Bon. Mesdames, Messieurs, chers publics, je savais qu'en arrivant ici, je n'allais pas avoir une standing ovation. Hein. Ah bah, Vous l'avez vu. C'est pour ça que j'ai mis des protèges tibias et un peu de crampons vissés. Et si certains d'entre vous veulent venir faire la lucarne à Évry, j'ai des invitations. Non, plus sérieusement, je ne peux pas vous laisser dire ça sur notamment la pauvreté et la mixité sociale. Ce n'est pas un sujet de pauvreté. Et je vais vous dire, monsieur Bess, c'est une injure par rapport à ma famille, puisque moi j'en suis issu. Je suis issu de ces quartiers populaires. Ce n'est pas ça le sujet. En revanche, où on peut peut-être se rejoindre, c'est sur cette concentration sociale qu'on découvre dans nombre de quartiers aujourd'hui de notre pays. Pourquoi ? Parce qu'on a raté quelque chose et il est temps qu'on s'y mette. Et je vais vous donner des pistes dans quelques instants. Je pense que c'est bien de parler concrètement. Encore une fois, je parle de mon expérience de terrain. Pourquoi ? Poissy, dans le quartier où je suis né, c'était 600 logements 100% social. Je suis arrivé à Poissy, on a détruit 75% volontairement pour en faire 70% d'accession libre et 30% de logements sociaux avec ce qu'on appelle de la relocalisation de logements pour les personnes en situation et éligibles dans le domaine social. Et ça fonctionne. Et on retrouve cette mixité sociale. Ça ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Non, c'est pas ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Excusez-moi de vous dire. Attendez, vous nous dites c'est formidable à Poissy, mais les chiffres de la délinquance à Poissy sont aussi élevés qu'ailleurs. C'est pas vrai. Non, mais si. Non, mais monsieur Bay, excusez-moi, moi je veux bien que vous soyez omniscient, etc. Mais on peut juste se respecter. Je peux vous dire qu'avec simplement le pouvoir d'achat citoyen et les cautions 1 000 € et la politique que j'ai mise en place, c'est moins 30% de délinquance à Poissy. Vérifiez, il y a peut-être quelqu'un qui peut vérifier ces informations. Je continue sur ce que je dis. Où vous avez raison, c'est que l'ANRU, où on est passé de 500 millions après d'1,5 milliard,
c'est pas suffisamment le sujet des deniers publics. Mais je le dis, vous voyez, moi je balaye devant ma porte. Je ne suis pas en train de dire que tout est beau. Ce que je constate simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, de discuter avec ces gens-là, de ne pas les stigmatiser comme vous le faites à longueur de journée. C'est bien beau de dire, on va renvoyer ces personnes dans leur pays. Ce sont des Français, vous faites comment ? Non, mais je ne vous parle pas des Français. Non, mais dites-moi, répondez-moi. Je vous ai posé une question très précise je vais vous sur dire, des personnes entrées illégalement ou alors entrées légalement mais qui commettent des délits. Tout à l'heure, vous m'avez apostrophé sur tout ce qui concernait l'insécurité, notamment au niveau des émeutes, et qu'il était temps de prendre les choses en main et qu'un certain nombre de ces personnes, on les renvoie au pays. Comment vous faites ? Et je vous parle de ces je vous étrangers. pose une question. C'est très facile. Vous avez des étrangers qui commettent des délits en France. C'est par une décision administrative qu'ils ont obtenu un titre de séjour, vous leur retirez le titre de séjour et vous les mettez dans le premier avion. C'est parfaitement possible. Mais monsieur, la majorité de ces personnes dont vous parlez... Là vous êtes en train de... Non, excusez-moi, vous êtes en train de poser une autre question. La majorité de ces vous posez une autre question qui est celle différente de ceux qui ont acquis la nationalité française. Et à ce moment-là, eh bien, il faut que aujourd'hui, l'assimilation, eh bien, elle soit contraignante. Parce qu'aujourd'hui, elle ne l'est pas. Quand vous avez le président de la République qui va en Algérie expliquer que la colonisation était un crime contre l'humanité, qui explique qu'il n'y a pas de culture française, quand on a toute la journée des responsables politiques, y compris dans votre majorité, qui expliquent que ce sont des pauvres victimes, ils commettent des délits et des crimes, et c'est parce que la société française ne les comprend pas. Eh bien, évidemment, on alimente en permanence cette hostilité à l'égard de la France. Donc, il faut faire vivre notre histoire nationale, exprimer la fierté nationale et dire à ceux qui veulent mal se comporter en France qu'ils ont deux options, c'est la prison ou l'avion. Bon. Alors... Vous avez le temps de répondre, hein, parce que Nicolas Bay a un peu grignoté votre temps. Monsieur Bay fait un stand-up. Non, moi je veux revenir sur ce que vous dites et vous parlez effectivement d'immigration. Il y a un texte que je veux partager avec vous, qui me parle personnellement et qui dit ceci. Le changement de rythme de nos communautés consiste à traiter les plus faibles comme des frères dont nous devons connaître l'histoire et non comme des problèmes gênants en les expulsant, en les renvoyant chez eux. C'est ce que vous souhaitez. Il consiste à les accueillir et non les cacher, à les intégrer et à s'en débarrasser. Le véritable mal social n'est pas tant l'augmentation des problèmes que le déclin de leur prise en charge. Qui, aujourd'hui, est proche des jeunes livrés à eux-mêmes ? Proie facile de la délinquance et de la prostitution. Qui les prend en charge ? Qui s'occupe des familles effrayées qui ont peur de leur avenir et de mettre au monde de nouvelles créatures ? Alors engageons-nous pour que ceux qui font partie de la société puissent en devenir les citoyens de plein droit. C'est-à-dire que c'est exact contraire de ce que vous venez de dire. Oui, on culpabilise toujours les Français. C'est de notre faute, en clair. Voilà, c'est toujours la même histoire, en réalité. On n'en sort pas. C'est-à-dire que les Français acceptent que leurs comptes publics, les comptes sociaux, l'assurance maladie, l'assurance chômage, les caisses de retraite soient totalement déséquilibrées parce qu'on subit depuis 40 ans, laissez-moi finir s'il vous plaît, une immigration totalement massive et anarchique. Et là, vous venez nous expliquer, avec ce texte à l'appui, qu'il faudra aller encore plus loin, être encore plus ouvert. Mais en réalité, il y a une immigration qui, en France, j'en parlais tout à l'heure, je finis très rapidement, a fait un vrai effort d'assimilation et n'a jamais posé aucun problème. Et derrière notre débat, il y a la question de fond de la fracture culturelle. En réalité, ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb et de confession musulmane, eh bien, ont toutes les peines à s'assimiler. Et ça pose le problème d'une religion qui, dans son expression politique, ça n'est pas qu'une spiritualité, mais dans son expression politique, l'islam, c'est la charia, l'application d'un code civil et d'un code pénal qui n'est pas le nôtre, c'est totalement incompatible à la fois avec la République et avec la France. Donc vous ne partagez évidemment pas ça, ce que je viens de partager avec vous en vous le disant. C'est le texte du pape, la semaine dernière, à Marseille. Et je crois qu'on peut partager ça. Je le disais tout à l'heure, on ne partage pas le pain quotidien, mais on partage peut-être la foi. Peut-être qu'on peut partager juste ça dans nos sphères privées. C'est simplement... Dans notre sphère privée, vous avez raison. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité politique. Bien sûr, la foi n'a rien à voir avec la sphère publique. Alors, je disais tout à l'heure que moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment, et encore une fois, ne le prenez pas pour vous, mais ces leçons de morale qu'on a systématiquement au quotidien. C'est très facile d'être dans l'opposition. Et puis quand on vient aux travaux pratiques, c'est un peu plus compliqué. Dans les Yvelines, en Ile-de-France, entre 2014 et 2020, on a eu 1
maire Rassemblement national du côté de Mantes-la-Ville. C'était la vitrine, quand on écoutait la présidente du Front National, c'était la vitrine de ce Rassemblement national, gros tambour, on allait voir ce qu'on allait voir. Mais on a bien vu. Hein. Première décision, l'une des associations sportives les plus exposées de Mantes-la-Ville a vu sa subvention passer de 75 000 à 0. Trop communautariste. Oui. Formidable. Il y en a plein qui sont dans le Attendez. Je termine, s'il vous plaît. Beaucoup de sécurité dans les mots et dans le blabla du Rassemblement national, et notamment, on va embaucher des polices municipales, ce qui s'est passé d'ailleurs, sur le papier, c'était plutôt louable. Je suis de ceux qui ont massivement augmenté ma police municipale à l'époque, et je l'ai même armée en 2016. 39 policiers municipaux à Mantes-la-Ville, il y en a 38 qui ont démissionné au bout de quelques mois. On ne peut pas gérer les collectivités simplement à travers des livres de recettes. Et puis je vais continuer. Il y avait juste un sujet avec un investissement massif de vidéoprotection, vous pouvez vérifier. Hein. On avait juste oublié que pour mettre en place des vidéoprotections, il faut qu'on mette aussi en place ce qu'on appelle des centres de supervision urbains, c'est-à-dire des endroits où on peut regarder les caméras. Ils les avaient oubliés. Voilà comment a été gérée pendant 7 ans une commune, la seule d'Île-de-France du Front National. Et évidemment, elle a été remplacée. Elle a été remplacée par une personne qui est issue de la diversité. Donc je dis simplement que ce n'est pas en une baguette magique, que l'engagement local, et vous le savez, vous avez été élu local, j'entends M. Bay à Sartrouville, et à Elbeuf, et vous le savez, ce n'est pas un claquement de doigts. Et moi, les discours qui sont des discours qui consistent à donner des leçons de morale en long, en large, en travers, quand on passe vraiment dans la concrétisation de cela sur le terrain, c'est autrement plus compliqué. C'est pour cette raison, j'en terminerai par là, que lorsqu'on a 3 quartiers en politique de la ville, et que je crois que nous mettons encore une fois, pardon de le dire, aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire, qu'on met l'humain au cœur de nos organisations, tous horizons, quelle que soit l'issue qu'on peut en avoir, eh bien ça peut fonctionner, à une condition, c'est qu'on respecte les gens, qu'ils soient responsabilisés et que les règles qui soient mises en place soient les mêmes pour tout le monde, et que quand quelqu'un enfreint les règles, et là on se rejoint, il est hors jeu comme dans le sport. Et dans le sport, quand vous êtes hors jeu, il y a une sanction. C'est pour ça que je me félicite, par exemple, de la célérité de la justice au moment des émeutes. J'ai envie de dire, j'espère que cette exception deviendra la règle. On repassera, parce que pendant les émeutes... Attendez, on ne vous a pas beaucoup entendu sur un dernier sujet. C'est la décision notamment du préfet du Val d'Oise qui a décidé de mettre à concrétisation la décision judiciaire qui était d'expulser justement quelqu'un qui s'était gravement comporté au niveau des émeutes. Formidable, on est sauvé, il y a eu une expulsion. Et c'est tout le drame de la France. C'est qu'en réalité, les lois ne sont pas appliquées. Mais je reviens sur ce que vous dites, c'est intéressant. En réalité, vous êtes comme tous les maires, enfin vous avez été maire, et vous essayez d'atténuer, en réalité, les effets désastreux des politiques qui sont menées au niveau national. Le problème de l'immigration, celui de l'insécurité qui en est largement la conséquence, c'est des enjeux de politique nationale et même de géopolitique, et en réalité, ça ne se traite pas au niveau local. Vous traitez les conséquences, et je conviens volontiers que certains maires comme vous essayent de faire de leur mieux. Et d'ailleurs, moi j'en connais, Marc-Étienne Lansat, qui est maire Reconquête de Cogolin, fait un très bon travail local, on en connaît tous, et il y en a dans toutes les familles politiques. Mais ce n'est pas exactement la question. Les émeutes, qu'est-ce qui a arrêté ces émeutes? Mais ce n'est pas Gérald Darmanin. C'est même pas la police qui fait un travail admirable, mais dans des conditions difficiles et avec des moyens insuffisants. Ce sont les dealers. Ils ont sifflé la fin de la récréation. Ils ont dit maintenant, on perd des dizaines de milliers d'euros chaque nuit d'émeute, donc on va arrêter. C'est ça la réalité. Vous évoquiez à l'instant les propos... Je suis pas d'accord. Hein. Attendez, je termine. Vous parliez des propos du pape. J'y reviens très rapidement parce que c'est important. Oui, vous savez, il ne faut pas arriver. mélanger la charité individuelle. Vous avez quelqu'un qui est en difficulté, en danger de mort, on va tous lui prêter assistance. Et on ne va pas lui demander ses papiers. On est totalement d'accord. Avec la responsabilité politique, qui consiste à dire on ne peut pas accueillir. Parce que c'est vrai, on ne peut plus accueillir. Et quand vous dites, venez aux migrants de Lampedusa qui sont 11 000 en une nuit, la nuit suivante, ils sont 20 000, puis 30 000. Vous avez des mafias de passeurs qui gagnent de l'argent, vous avez des ONG complices. Et finalement, vous avez plus de morts en Méditerranée. Donc ce discours qui consiste à dire, on va accueillir, on va assimiler, on va intégrer, non. C'est un discours qui est mensonger et qui est d'ailleurs très humiliant et très insultant, y compris pour ces populations et pour les pays dont ils sont issus, parce que leur intérêt, c'est de garder leur jeunesse, leur intérêt, c'est de se développer là-bas, c'est pas de venir chez nous où il n'y a plus d'Eldorado. Mais c'est pas ce qu'il dit, vous le savez.
Là, vous êtes dans votre posture politicienne qui fait que 10 mensonges vont entraîner une vérité, pas du tout, et on va être dans l'instinct grégaire, c'est absolument pas ça, et vous le savez très bien. Moi, j'aurais bien aimé que les naufragés, que Madame Mélanie puisse prendre sa responsabilité, etc. Oui, c'est vrai, on n'a pas à accueillir la misère du monde, je suis complètement d'accord avec ça. Et Macron, oui, c'est il vrai, accueille l'Océan Viking à Toulon, quand oui. Mélanie le refuse. Écoutez-moi, vous copiez beaucoup, hein. Vous me rappelez les camarades de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Hein. Non. C'est un débat quand même. Non, hein. je déconne. Non, mais je pense que c'est un débat, c'est un dialogue, bien sûr. et on le fait de manière courtoise. Bien hein. sûr. Il nous reste 3 minutes. Et dans le timing de partage, là, dans le spare, on est à combien? Très bien. Non, Monsieur Bess, c'est que je taquine, volontiers. Non, vous le savez, et sur ce sujet, franchement, les décisions qui sont prises, et notamment portées par le ministre de l'Intérieur, et on va le voir sur le sujet du projet de loi sur l'immigration, vont dans ce sens-là. C'est simplement, encore une fois, des droits et des devoirs. Il faut que nous soyons, et je le dis, sans état d'âme par rapport à ceux qui, effectivement, arrivent en France et qui se comportent en dehors des lois. Évidemment, il n'y a pas de sujet, on ne l'a pas suffisamment fait, et je vous le dis, on ne l'a pas suffisamment fait, et ça ne doit pas être un sujet. Mais moi, je vais vous dire, je me félicite, je vous le dis, je me félicite de voir un certain nombre de collectivités, de voir notamment ces banlieues évoluer, changer, mais il faut qu'on prenne le sujet, encore une fois, à bras-le-corps. Moi, je vais vous dire, la politique de logement et la politique de la ville, ce n'est pas un sujet de finance. Ce n'est pas plus de finance. C'est mieux de finance et c'est mieux d'utilisation. C'est une traçabilité. Vous voyez, c'est une traçabilité dans chacun des quartiers. Moi, je mettrais, quand on a des quartiers qui sont 100% sociaux, il faut les mettre par terre. Il faut les mettre par terre. Ça prend du temps, mais il faut les mettre par terre. Il faut retrouver, excusez-moi, pas c'est une pas plus concentration. d'argent. Nicolas Bay, Carl Olive, Ouais, juste, il nous reste 2 minutes, donc on va passer au mot de conclusion. Vous voyez, il y a le chrono, sinon je vais me faire taper dessus si je le respecte Mais là, on pas. a le même temps, alors. Vous avez 1 minute pour conclure, chacun. Nicolas Bay, si vous pouvez commencer, parce que Carl Olive avait été le premier à avoir la parole, mais 1 minute. Moi, je voudrais simplement dire que ce que nous demandons, ce que les Français demandent, c'est d'être respectés. Respectés sur leur sol, ne plus subir cette immigration. Vous la considérez comme une fatalité, vous dites, oui, ils vont continuer à venir et on va continuer à les accueillir. Mais cette politique, ça fait 40 ans que ça dure, c'est un échec absolu et ça nous menace aujourd'hui d'un grand remplacement par l'effet conjugué de l'immigration massive, de l'islamisation et de la dénatalité. Donc il faut sortir de ce schéma-là, il faut arrêter, il faut couper les pompes aspirantes de l'immigration, supprimer toutes les aides, les avantages qui font qu'on ait le mieux-disant social en Europe et puis surtout respecter les Français, c'est aussi respecter leur argent. Moi, je ne veux pas maintenir les sommes astronomiques déversées dans la politique de la ville. On est le pays le plus imposé au monde. 47% d'impôts de prélèvements obligatoires par rapport à notre PIB. Il est temps de rendre l'argent aux Français et que l'argent des Français soit utilisé au service de notre peuple. Carl Olive, c'est à vous de conclure. Vous avez un peu de temps, je vous donne 1 minute 30 pour terminer. C'est trop bon, trop bon. Donc, juste vous dire quand même qu'on est ici en France le pays où on a un taux de chômage le plus bas historique, il faut quand même le rappeler. Et le plus haut d'Europe quasiment. S'il vous plaît, Nicolas. Non mais les amis, vous pouvez siffler, mais c'est la vérité. On a un taux de chômage au plus bas historique. Non, il est plus bas qu'avant, il est plus haut que tous les pays voisins. Je suis favorable à la décision qui a été prise sur notamment le RSA avec la réciprocité entre les droits et les devoirs. Le RSA, c'est un CDD de survie, c'est pas un CDD à vie, un CDI à vie. Je pense qu'on peut partager ça. En revanche, je vais vous dire, le fonds de commerce qui consiste systématiquement à surjouer sur l'immigration ne prend pas, malgré tout. Au niveau des Français, il ne prend pas. Et quoi qu'on en dise, les jeunes des quartiers, ce sont des Français comme les autres, Monsieur Bay. Et tant que tout le monde, y compris d'ailleurs une partie d'entre eux, et je vous rejoins, n'en sera pas convaincu, alors ce que vous appelez les territoires oubliés de la République resteront des volcans en ébullition. Et pour finir, malheureusement, c'est que jusqu'au jour où peut-être plus personne ne les jugera pour ce qu'ils sont et plus personne finalement ne les excusera pour ce qu'ils font. Donc je vous le redis, à votre différence, moi je considère que la diversité n'est pas un problème, c'est une solution. Et moi, je vous réponds simplement, très rapidement, qu'une société qui est multiculturelle, en réalité, elle est systématiquement multiconflictuelle et qu'il est totalement illusoire de croire qu'on peut avoir des millions de personnes qui viennent d'une autre culture, d'une autre histoire, d'un autre continent et que ça se passe bien en France. Aujourd'hui, ce sont les Français qui trinquent, c'est pas vous ni moi. Merci Nicolas Bay, merci Carl Olive. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup.
Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Livre noir, c'était l'ambition de réaliser de longs entretiens, de faire parler ces personnalités politiques, ces journalistes, ces experts et autres artistes. D'où nous parlez-vous? À qui parlez-vous? Pourquoi leur parlez-vous? Qu'avez-vous fait, vu, entendu? Livre noir, c'était l'ambition de parcourir la France, de parcourir le continent, de se rapprocher toujours plus près des réalités qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous révoltent. L'ambition de proposer quelque chose de nouveau, à l'heure où la défiance vis-à-vis des médias traditionnels grandissait. Et nous l'avons fait. Car Livre noir, c'est la volonté d'agir, concrètement, devenir acteur et non plus uniquement spectateur, montrer ce qui ne sera pas montré, faire parler les pestiférés, les moins que rien, les oubliés. Avec Livre noir, nous continuerons à parcourir la France et le monde. Nous irons là où vous n'êtes jamais allés et où peu de gens vont. Nous vous embarquerons avec nous. Vous verrez nos images, nos éclairages, mais jamais aucun dictat, jamais aucune injonction à dire, à faire ou à penser. À Livre noir, ils parleront, ou nous parlerons. Mais nous serons là, vous serez là. Quand ils nous attaqueront, nous répliquerons. Quand ils nous insulteront, nous vous regarderons. Car en vous regardant, on comprend. On comprend que la volonté qui nous meut n'est autre que celle de la vérité. Et nous continuerons à avancer. Car Livre noir, désormais, c'est une équipe qui ne renoncera pas. Une équipe dévouée, qui fait face et qui refuse d'être malmenée. Et ainsi, aujourd'hui, Livre noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Pourquoi? Car Charles Péguy disait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut surtout, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Sur Livre noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.